En direct de Chicago, la radio de la communauté. Vous écoutez Congo Live 11 sur www.congolive11.com. Nous sommes au journal de la communauté en direct du studio 202 ici à Chicago. Invité de ce journal, nous aurons Ulrich Tuta, président du Nouveau Congo en France, Karine Pérez, activiste des USA, et Jean Lewis à la présentation. Alors, chers amis, nous allons donc avec ces deux amis essayer de parler de la crise congolaise en termes de transition. Quelle transition pour le Congo? Des voies sont en train d'être explorées, elles sont multiples. Avec ces deux amis, nous verrons quelle est la voie royale qui nous permettrait d'asseoir une stabilité au Congo-Brazzaville. Je parle de la stabilité politique. Alors, salut à vous, monsieur Ulrich Tuta. Salut, bonsoir, monsieur Jean Lewis. Salut donc à vous, madame Karina Pérez. Salut, monsieur Jean-Louis. Quelle transition pour le Congo? Voilà, question toute simple. Je rappelle à tous les amis qui sont connectés que nous ferons l'effort peut-être de regarder si nous avons des questions. Nous avons quelques difficultés. Alors dites-nous si vous avez un son de qualité. Je demanderai à mes invités de parler un peu plus fort pour la simple raison que notre système Zoom n'est pas directement connecté au Facebook. Il est donc dérivé sur mon portable, comme vous le constatez. Alors, pour ceux qui voudront poser des questions, je vais de temps en temps regarder si vous avez des questions, mais nous ne pourrons pas, comme tel, vous donner la main. C'est-à-dire, nous ne vous donnerons pas la possibilité d'intervenir instantanément sur ce programme. Quelle transition pour le Congo? Alors, Ulrich Tuta, vous avez donc une initiative qui déjà est en train d'être explorée. Vous travaillez sur l'esquisse d'une conférence nationale souveraine. Nous en parlions la semaine dernière avec mademoiselle Saneli, madame Saneli Tamba Tamba, en termes de courrier qui a été envoyé à monsieur Denis Sassou Nguesso. Alors, madame Itula, je viens à vous. Le groupe de monsieur Maungu s'emploie à revendiquer une conférence nationale souveraine. Pensez-vous que la démarche que ce groupe a utilisée l'autre jour, notamment en se rendant, j'allais dire, chez Adada, est une imposture déjà pour l'opposition? Merci, monsieur Jean-Lewis, de m'avoir accordé la parole. Premièrement, je repartirai. La conférence nationale est constituée de qui? Et c'était une idée, est-ce que c'est venant de la diaspora ou bien c'est un groupe de personnes qui a décidé que cela se passe, qu'il y ait un dialogue entre M. Sassou et ce groupe de personnes? Voilà, il se pose donc le problème de légitimité. Je crois que vous avez suivi M. Ulrich Tuta. Madame est en train de peut-être s'interroger sur la légitimité du groupe qui s'était rendu chez M. Adada. De qui tenez-vous cette légitimité? Ok, merci, madame. Alors, pour être clair, parlez un peu plus fort. C'est pour être clair, n'est-ce pas, et direct. Pour être clair et direct, l'initiative émane d'un groupe de la diaspora. Nous qualifions ce groupe d'opposition citoyenne. Voilà. Ce n'est pas l'opposition en termes général, l'opposition politique de la diaspora, mais l'opposition citoyenne. C'est-à-dire que toute personnalité politique qui est d'accord, n'est-ce pas, pour résorber la crise du pays d'une façon consensuelle, en convoquant, n'est-ce pas, une conférence nationale. Voilà, donc nous sommes un groupe politique de la diaspora, hein? Donc nous sommes une opposition citoyenne. Voilà, pour être direct.
Alors, donc, madame, nous revenons à vous. Vous estimez donc que ce groupe n'a pas la légitimité requise, c'est cela, votre point de vue? Mon souci, cela a toujours été mon souci le plus ardent au niveau de la diaspora d'ailleurs, c'est cette base-là qui nous manque. Depuis toujours, je disais, les Congolais de la diaspora croyaient que cette cause, cette lutte devait être très légère. Ils n'ont pas pris, ils ne voyaient pas l'ampleur dont les choses devaient arriver maintenant. Depuis la tentative sur le changement de la Constitution, je crois que c'est à partir de là, la diaspora devait prendre conscience de s'unir, de parler d'une même voix et d'établir un fondement, un rassemblement politique bien stable pour qu'on soit pris au sérieux. Jusque-là, j'ai suivi M. Touta qui nous présente ce groupe. Je n'ai jamais su qu'il y avait eu un groupe parce qu'il y a des multigroupes dans la diaspora. Il y a des multigroupes dans la diaspora, ce qui complique la tâche et qui fait perdurer la lutte contre la dictature au niveau du Congo-Brazzaville. D'accord. Alors, allez-y. Oui, alors déjà, je vais reprendre un peu Madame Pérez. Déjà, je suis le président d'une association politique légalement installée en France. Okay. La loi 1901 autorise donc l'installation des associations, peut-être pas partis politiques, mais associations, vu que nous ne sommes pas au niveau local donc, du pays. En dehors, on devient une association. La loi 1901 est une loi cadre, n'est-ce pas? Maintenant, mon association à moi est connue puisque nous sommes en actif, si vous voulez, deux grandes conférences. Hein. On a eu des universités, on a eu un grand colloque. Donc, mon association s'appelle Nouveau Congo. Donc, on est très bien installé dans le microcosme politique au niveau de la diaspora, en général politique congolaise. Alors, le groupe qui est à l'initiative donc de la lettre, de la demande, de l'exigence, n'est-ce pas, de la convocation d'une conférence nationale pour le Congo, est un groupe qui a été créé juste pour cette initiative-là. Donc, ce n'est pas un groupe qui date il y a très longtemps, non. C'est-à-dire qu'entre des personnalités politiques, nous nous sommes parlé pour des gens qui étaient pour la résolution d'une façon politique de la crise du pays. Donc, ces gens-là, nous nous sommes parlé, nous nous sommes dit, la seule façon qui tenait, en tout cas la plus légitime, c'était donc de se retrouver et de demander, d'aucuns parlent de dialogue, d'autres par contre parlent des états généraux. Nous nous sommes dit, le terme idéal serait une conférence nationale souveraine. Parce qu'une conférence, c'est un ensemble, des sous-ensembles. Voyez-vous, un dialogue est un sous-ensemble, les états généraux est un sous-ensemble. La conférence englobe tous ces sous-ensembles-là. Parce que le travail qu'il y a à faire au Congo est un grand travail. D'accord? Devoir de mémoire, il y a eu des disparus du beach, il y a eu tout ce qui est évasion fiscale, il y a tout ça qu'il faut qu'on se parle. Voilà, donc le groupe Madame Pérez est un groupe qui est tout nouveau, qui a été créé juste pour cette cause-là. Voilà, mais sinon, nous existons en tant qu'association politique. Alors, je voudrais dire quelque chose, je reviendrai à vous. Alors, dans sa question, donc, dans sa réflexion, il y a, à mon avis, une zone d'ombre qui n'a pas été évacuée, celle de, vous voyez, elle parle d'entrée de jeu de l'émiettement de ce paysage des associations en France. Alors, comment vous, qui avez déjà commencé à agir dans ce sens-là, allez faire entendre raison aux autres, donc, pour susciter une espèce d'adhésion à votre initiative? C'est ça le problème. Très bien, très bien. Et pourtant, j'avais flashé, hein, parce que c'est une question qui est d'une hauteur, mais voilà, c'est une question de qualité. Alors, Madame Pérez, vous parliez d'un grand rassemblement. Au
après donc la prise du pouvoir politique, après la prise du pouvoir par Sassou Nguesso. Mais nous avons essayé. Nous avons essayé. Hein. Nous avons eu au niveau de Paris un grand congrès de la diaspora. Nous avons essayé. Nous avons essayé. Et souvent, moi, je parle souvent cette cacophonie-là, hein, cette dispersion que l'on remarque au niveau de notre diaspora. Moi, je la qualifie de culture congolaise. La culture congolaise. On a cette culture-là de congolaise. Parce qu'on n'a pas la culture de l'union. On n'a pas la culture d'effort unanime, quoi, ensemble. On n'a pas cette culture-là. Donc, voyez-vous, ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré cette dispersion-là, il faut travailler, il faut prendre des mesures, il faut prendre des responsabilités. Mais vous avez raison, vous avez raison. Voilà. C'est comme je disais auparavant, c'était celui-là mon souci. Maintenant, les Congolais commencent, parce qu'au début, on agissait par émotion. Hein? On a eu la nouvelle, Sassou, excusez-moi, parce que j'ai du mal d'utiliser le titre monsieur quand je parle de Sassou. Je vais m'efforcer. Quand monsieur Sassou a voulu changer la constitution, tout Congolais agit en émotion. On a eu des martyrs au Congo-Brazzaville. Malheureusement, tout le monde en ce temps-là était devenu combattant, activiste, mais avec je ne sais pas quel but précis. Voilà pourquoi en ce jour, le combat perdure. Ça a pris de l'ampleur parce que M. Sassou, lui, il a eu le temps, il a pris du temps pour installer son système de conviction. Il était sûr. M. Sassou ose pour voir si la diaspora est prête. Il passe les tentatives. Mais jusque-là, jusqu'avant le changement de la Constitution, on n'était pas prêt. Jusqu'aujourd'hui, je me dis qu'on n'est toujours pas prêt. Alors selon vous, est-ce que vous avez essayé de réfléchir sur les raisons de ces lacunes au niveau de la diaspora que vous évoquez? Voilà pourquoi moi, j'ai toujours proposé qu'il y ait, on a entendu parler, M. Touta nous parle de la conférence nationale souveraine. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais avec qui et comment il faut organiser cette conférence nationale souveraine? Est-ce que ce serait avec ce groupe de personnes ou bien il faut passer l'annonce? Nous avions vu M. Vous avez là, madame, l'opportunité de faire des propositions toutes concrètes. Bien sûr, nous avons l'opportunité, mais c'est le problème. Moi, j'aimerais que toute la diaspora, ce que M. Touta venait d'évoquer, qui est difficile pour le Congolais de se mettre ensemble, pour que le Congolais écoute l'autre, comprenne l'autre. Et alors, ce serait très difficile pour nous de se mettre ensemble et organiser une conférence nationale souveraine. Mon problème, il est là. Le souci est là. Mon souhait serait que tous les combattants, qu'on parle le même langage, qu'on essaie de s'entendre ou bien nos différents, qu'on constitue, qu'on forme un rassemblement bien soudé. Au niveau des USA, arrêtons avec les multigroupes. Arrêtons avec les multigroupes. Au niveau de Paris, arrêtons de... Parce que jusque-là, on passe dans les critiques. On n'est que sur les critiques. Ce groupe, je ne peux pas adhérer au groupe de M. Touta parce que ce groupe... Non, on n'a pas besoin des partis politiques en ce moment. C'est une lutte. On a besoin d'un rassemblement politique bien stable. Alors, Ulrich, que répondez-vous à cette espèce de pessimisme que nous lisons dans ces propos? Quel est l'argument valable que vous avez justement pour rassurer ceux qui vous observent et qui vous écoutent? Non, mais déjà, je remercie Mme Pérez de la profondeur de réflexion, d'analyse. Parce que là, elle a extériorisé effectivement des points saillants, n'est-ce pas, de la difficulté de la diaspora à faire front commun. Et je la remercie d'ailleurs. Mais je vais aussi la rassurer. Je vais la rassurer. Alors, Madame Pérez, comme j'ai noté tantôt que c'était une culture congolaise et que malgré tout, il fallait continuer à travailler peut-être autrement. Mais derrière, je vous rejoins effectivement
La, la question difficile, c'est celle effectivement de ratisser large. Et c'est ce qu'on appelle le rapport, d'avoir le rapport de force. Parce que là, vous parlez du rapport de force. On va en parler dans quelques instants. Non, sa question, ça rime en fait avec ce que je dis là. Alors, comment est-ce que nous allons faire, n'est-ce pas, pour que tout le monde soit ensemble sur ce projet-là que nous avons initié? Vous savez, on a été critiqué. Quand moi, je disais, on savait, quand nous sommes partis rencontrer l'ambassadeur, donc M. Adada, pour lui déposer le courrier. Parce que dans le courrier, on exige donc la tenue d'une conférence nationale. Parce qu'on sait que, comme vous le savez, hein, que M. Sassou Nguesso, vous l'avez évoqué, qu'il est en train de travailler, que nous ne sommes toujours pas prêts. Lui, il avance. Mais il avance comment? Il avance et dans le lobbying, au niveau international. Il avance très fort, c'est-à-dire que il est en train de pomper l'argent du pays, il s'en fout du peuple. Avec cet argent-là, il se crée des lobbying ici et là. D'accord? Des gens qui vont intoxiquer les personnalités internationales, les Français et tout ça. Là, ils travaillent. Nous aussi, nous devons travailler. Alors, c'est pour cela, nous sommes partis voir l'ambassadeur. Parce que pour nous, c'était pour aller là-bas, c'est pour que tout le monde voie. Que même Sassou Nguesso, même avant de recevoir ce courrier-là, il a vu, de par le tintamarre médiatique que cela a causé, il a vu qu'il y a des gens qui sont partis à l'ambassade nous remettre le courrier. Tout le monde en a parlé. C'était ça la volonté qui nous a poussé à aller là-bas. Sinon, on ne peut pas imaginer aller là-bas. C'est grave. Mais on savait qu'il devait y avoir un tsunami, des critiques. Mais ça n'a pas loupé. Mais nous, ce qui compte, c'est qu'on est sérieux. On est très, très correct, engagé. Maintenant, aujourd'hui, malgré les critiques, ma chère Thérèse, nous sommes en train de travailler dans le sens, je vous rejoins effectivement, de faire admettre notre cause à certaines sphères, n'est-ce pas, de la diaspora. Nous avons des rendez-vous, vous allez voir la semaine prochaine. Malgré les critiques, nous sommes en train de travailler. Et ces gens-là qui nous critiquaient, ils sont en train de venir. Parce que qu'on ne le veuille pas aujourd'hui, Madame Pérez, est-ce que nous avons les moyens d'aller faire la guerre ou la révolution? Est-ce que nous avons des... Sassou Nguesso, il a l'argent du pays. Il peut s'acheter des armes. Mais nous, est-ce que nous avons des armes? Non. On peut l'avoir. Congolais a trop coulé, voilà. Merci. Alors, nous allons avancer rapidement. Le temps presse. Parlons maintenant du problème du rapport de force que vous évoquiez, Ulrich. Nous savons que pour obtenir une négociation toute équilibrée, il faut que l'une des parties ou les deux parties ait ce qu'on appelle un rapport de force, c'est-à-dire un élément de chantage qui amène l'interlocuteur à se plier à vos exigences. À ce jour, on s'accorde à dire que ce rapport de force n'existe pas et que vous êtes en train de travailler à faire que la balance pèse plutôt de votre côté. Alors, Madame Karina, je vous ai suivi l'autre jour dans une vidéo, j'allais dire fleuve, demandant aux Congolais d'appeler, d'agacer les services du FMI. Alors, vous pensez que là aussi, c'est un moyen, quoi? Qu'est-ce que vous visez? L'asphyxie du gouvernement? Que visiez-vous dans cette action musclée, donc pour laquelle les gens ont reconnu que vous avez pris du courage à réaliser? Alors, quel est le but visé par cette action? Cette action, c'est comme je venais de le dire au début, nous n'avions pas besoin d'un parti politique. Nous avons besoin des activités, des actions concrètes. Voilà pourquoi lorsque nous avons appris la demande de la dette, le prêt que M. Sassou voulait prendre au FMI, ça veut dire que c'est remettre le Congo, continuer à plonger le Congo dans le chaos. Alors, nous devons passer dans les actions, empêcher et attirer l'attention. Nous savions qu'ils sont au courant de ce qui se passe au Congo parce que rien de concret par rapport à... nous avons d'abord la dette de la Chine qui va perdurer jusqu'en 2046. Et on ne sait pas avec quels moyens M. Sassou compte payer cette dette.
Et après avoir pris cet argent, nous ne savions pas qu'est-ce qu'il a fait de cet argent. Dans une république, nous sommes en manque de sang, nous sommes en manque d'électricité, nous sommes en manque d'hôpitaux. Alors, comment continuons-nous à accepter cette défaite et accepter encore un autre prêt au niveau du FMI? Voilà pourquoi le peuple congolais et la diaspora, les activistes se sont levés pour dire non. On doit empêcher M. Sassou à continuer à piller parce que c'est comme M. Touta venait de le dire. Il prend tout l'argent du pays pour confisquer, pour empêcher qu'il y ait d'autres personnes, dirais-je, dans la diaspora pour essayer de combattre la dictature et qu'il quitte. Parce que ça, c'est le souhait ardent de la diaspora que M. Sassou doit quitter immédiatement le pouvoir. Voilà, Ulrich, je voudrais donc revenir sur cette question de votre côté. J'espère que dans vos labos, dans votre staff, vous avez essayé de réfléchir sur la question est la suivante. Quelles sont les actions que vous préconisez à court terme et qui vous permettent d'asseoir un rapport de force valable face à ces négociations ou à cette revendication de la conférence nationale souveraine? Ce n'est pas tout de revendiquer, mais qu'est-ce que vous avez comme élément de chantage et qui amènerait le gouvernement à accepter le principe d'une conférence nationale souveraine? Alors, pour créer le rapport de force, moi je pense que si aujourd'hui tous les Congolais sont unis dans le même verbe, c'est une pression indéniable qui va faire fléchir M. Sassou Nguesso. Le rapport de force aujourd'hui est humain. Et ce rapport de force-là est citoyen, est républicain. C'est-à-dire que nous exigeons donc la conférence nationale. Nous, on s'en fout du dialogue factice qui est en train de se faire par Mbéry, que lui, il a commandité ou qu'il a… Vous voyez, donc à l'image des dialogues de Sibiti et tout ça, pour nous, c'est un non-événement. Ça prendra forme que lorsque nous allons croiser dans un comité, n'est-ce pas, paritaire, travailler donc des éléments qui vont nous permettre d'aller vers une concertation politique ou une conférence nationale. Donc, pour nous, c'est un non-événement, ce qui est en train de se faire là-bas et tout ça. Le rapport de force, c'est quoi? C'est pour rejoindre. Vous voyez qu'il n'y a finalement pas de débat avec Mme Pérez, parce qu'on se rejoint à chaque fois. Le rapport de force, c'est de faire accepter à tous les résistants, à tous les activistes politiques de la résistance, n'est-ce pas, le projet que nous avons là, faire exiger à M. Sassou Nguesso une conférence nationale. Si nous parlons le même langage, Mme Pérez avec son groupe là-bas, ils vont sortir aux États-Unis, dans les boulevards, avec des pancartes, exiger une conférence nationale pour le Congo-Brazzaville. Nous, si nous reprenons la même chose, au niveau du pays, les associations, les ras-le-bol, tout ça, ils vont parler d'une même voix. Pendant ce temps, nous sommes en train aussi de travailler dans le lobbying. Il n'y a pas que M. Sassou Nguesso qui sait faire le lobbying. Nous aussi, nous sommes des lobbyistes. Nous aussi, nous avançons donc dans le lobbying. Voilà le rapport de force que nous avons là. Il faut juste que les égos des uns et des autres se taisent. On n'a pas besoin aujourd'hui d'un grand parti ou avec des règles, ou je ne sais pas quoi, président direct. Non, 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 non. Aujourd'hui, on a besoin d'une action directrice et des actions, bien sûr, des actions, des sittings et tout ça. Mais entre les actions des sittings et tout ça, il faut qu'il y ait une action directrice de revendication de l'opposition ou de la diaspora, c'est-à-dire la tenue d'une conférence, d'une seconde conférence nationale pour le Congo-Brazzaville. Voilà le vrai rapport de force. Voilà, nous allons terminer par la signature justement de cet accord avec le FMI. Est-ce que vous ne redoutez pas au niveau de l'opposition qu'à terme, le gouvernement se serve de cet accord pour se prémunir des critiques et des perturbations qu'il y a autour, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt se préoccuper à dire au peuple que maintenant ils sont en train de se débrouiller à arranger les choses parce que l'accord a été signé. Est-ce que ça ne va pas créer une espèce de diversion ou masquer ces revendications-là? Qu'est-ce que voyez-vous dans cet accord des risques pour l'opposition, des risques de ne plus être entendus par vos militants? Non, mais écoutez… Pérez, madame, je voudrais… allez-y.
Voilà pourquoi je dirais, je salue d'abord l'idée de M. Touta qui dira que il faudrait que tous nous parlions d'une même voix. Ce n'est pas de l'argent qui manque à M. Sassou. Vous voyez que ce sont des stratégies. Il multiplie des stratégies. Ce n'est pas 17 milliards qui va manquer à M. Sassou pour qu'il accepte ce prêt avec beaucoup de contrats au FMI. Donc, la diaspora, les opposants, je dirais, ne peut pas se décourager en disant qu'il a fait des accords, qu'il a signé des accords. Alors, le combat peut prendre fin, qu'on ne sera pas écouté. L'histoire du Congo, le combat du Congo, il est connu. Il est connu et même avec ces lobbying qu'il est en train de faire, le FMI, c'est un organisme, c'est une banque qui vit à son profit. Donc, quand monsieur Jean Lewis va, pour les intérêts du FMI, prêter de l'argent, il va toujours accepter, quelles que soient les difficultés que monsieur Lewis pourra, les confrères de monsieur Lewis pourront présenter. Il sera toujours accordé. Mais cela ne veut pas dire que c'est la victoire du camp sassuiste. Voilà pourquoi j'ai continué à interpeller la conscience des Congolais. Nous continuons dans la lutte. Ce sont là les stratégies de M. Sassou de s'éterniser au pouvoir, de continuer à mettre le... Quelle transition donc, quelle transition pour le Congo? Monsieur Urush Touta, je suis à vous. Alors, essayons un peu de supputer sur ce qui éventuellement devrait se produire au Congo-Brazzaville une fois le gouvernement de Denis Sassou Nguesso mis entre guillemets en déconfiture. Qu'est-ce que vous proposez concrètement en termes de transition? Ben écoutez, en termes de transition, si le pouvoir de M. Sassou Nguesso venait à être mis en difficulté, il faut donc une organisation. Il faut déjà créer un comité qui va travailler sur cette problématique-là. La transition ne se décrète pas comme ça. Il faut donc consulter et travailler. On peut très bien, quand on parle de transition, on ne peut pas mettre à la cathode les gens du PCT. Donc, c'est vu que ce que nous voulons nous pour le pays demain, c'est donc d'unifier toutes les catégories des partis politiques. Hein. Donc, on peut imaginer effectivement un certain partage entre les différentes confessions, par exemple, au niveau de l'Église. Il faut une bonne représentation de l'Église, une bonne représentation de la société civile, une bonne représentation des politiques et des personnalités politiques. Voyez-vous, il faut donc codominer toutes ces franges-là pour avoir, n'est-ce pas, une bonne trame pour une transition politique. On peut imaginer une transition de 2-3 ans maximum. 2 ans minimum, 3 ans maximum, qui travaillera sur des éléments qui vont permettre à ce que nous ayons des vraies élections présidentielles. C'est-à-dire que la question sur les fichiers électoraux, la découpe électorale, sur la commission électorale, électorale, et puis la Cour constitutionnelle. Voilà, ça c'est des choses que la transition travaillera. Voilà. C'est aussi simple que ça, hein, mais ça nécessite quand même une vraie analyse politique, une vraie analyse intellectuelle, et ne pas faire des choses à la hâte comme ça, n'est-ce pas, et faire les choses d'une façon intelligente et mesurée. Voilà. Alors, je ne vous demanderai pas de supputer sur les détails de cette transition. Alors, Madame Karina, est-ce que vous pouvez nous présenter un tableau, de façon plus ou moins caricaturale, ce que devrait être une transition, en combien de temps? Vous avez là les acteurs qui sont sur place. Est-ce que ceux-là, quel est le sort que vous leur réservez? Il y a plein de problèmes à une toute toilette à faire. Alors, que pensez-vous de la transition telle que devrait se faire une fois le gouvernement de Denis Sassou Nguesso mis en déconfiture? Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je vous entends. Hein. Je sens qu'elle n'est pas là, elle n'est pas
Bon, nous avons donc des problèmes de connexion avec madame. Donc, c'est vrai que… voilà, je crois que… Alors, est-ce que vous nous entendez? Oui, là, je vous entends maintenant. Mais voilà, bon, je vais reprendre la question. Alors, qu'est-ce que vous proposez en termes de transition? Est-ce que dans les grandes lignes, j'entends, parce que il y a beaucoup de travail à faire, est-ce que vous avez à ce jour déjà une idée? Parce qu'il ne faut pas attendre que ce gouvernement-là parte pour que vous commenciez à réfléchir sur ce que devrait être une transition politique au Congo-Brazzaville. Quels sont les problèmes urgents auxquels vous allez vous attaquer? Nous allons les grandes lignes sur la transition. La transition, c'est… Oh, ça bug. Vous m'entendiez? Oui, on vous entend. Oui, allez-y. Ok, d'accord. Merci d'avoir souligné ce point. La transition, c'est ce qu'elle est vraiment nécessaire au niveau du Congo-Brazzaville en ce moment. Les grandes lignes, parce que nous avions ce pouvoir qui a échoué, leur incompétence est notoire, c'est-à-dire connue de tous. Donc, maintenant, nous avons un élu. Si nous parlons de la transition, nous allons parler de la démocratie, la plus grande ligne, comment asseoir la démocratie, parce que c'est ce système-là dont nous avons opté au niveau du Congo-Brazzaville. Nous allons parler de la démocratie et nous allons revoir dans quelle manière il faut placer les élections propres et nettes au niveau du Congo-Brazzaville, parce que le pouvoir en place a échoué sur ce niveau, et comment éteindre le feu du tribalisme au niveau du Congo-Brazzaville. Parce que jusque-là, nous avons trois mots qui nuisent notre pays. Nous avons le tribalisme, la démocratie bafouée et les élections. Alors, pendant la transition, nous poussons toujours, nous nous focalisons sur les acteurs politiques. Par exemple, lorsque nous parlons des élections, nous regardons M. Jean-Marie Michel Moukoko, qui a gagné des élections jusqu'aujourd'hui, qui peine en prison avec une peine de 20 ans. Alors, lorsqu'on parle de la transition, il faudrait qu'on regarde tous ces paramètres. C'est-à-dire, on doit regarder la démocratie qui est bafouée au Congo, comment éteindre le feu du tribalisme, et puis le côté financier. Alors, Ulrich, Madame Karina Ulrich a souligné le problème des acteurs, des hommes notamment, qui devraient animer cette transition. Vous avez ici des gens de la diaspora, vous avez d'autres au Congo, des religieux. Alors, qui pensez-vous être acteurs sincères avec lesquels vous pouvez asseoir une transition une transition, j'allais dire, rassurante? Ben écoutez, non, la question s'adresse à madame. Pardon? Est-ce que vous m'avez suivi? Je disais que Ulrich Tuta a parlé des acteurs, donc des hommes. Il a cité justement les gens qui devraient participer à cette transition. Pour vous, qui pensez-vous être acteurs sincères et qui participent à cette transition? Parce que voilà ce que cache ma question. Vous avez sur place donc des gens qui ont dirigé le pays ou qui continuent de le diriger avec tout ce que vous leur reprochez. Vous pensez faire table rase de tout cela, ou vous estimez que il faut faire un distinguo? Alors, c'est à vous donc de répondre. Allô? Ulrich, allez-y, et puis on va comprendre. On est d'accord que là, on parle dans le cas où le gouvernement actuel elle est revenue, hein, je crois. En difficulté. Bah, je continue un peu ma pensée. Là, on parle dans le cas où le gouvernement actuel est mis en difficulté, hein, parce que vous savez que pour arriver à cette phase transitoire, nous pensons qu'il nous faut d'abord passer par une conférence nationale, d'accord, que les Congolais se parlent, et de là, on va donc on va parler de cette phase de transition. Là, vous parlez dans le cas où déjà le gouvernement, le régime actuel est mis en difficulté. Voilà. Donc, on va redonner la parole à Mme Pérez, hein, qu'elle poursuit sa pensée. Est-ce que vous avez suivi la question? Vous ne l'avez pas suivi?
Allô, vous m'entendez maintenant? Oui, est-ce que vous avez suivi ma question, s'il vous plaît? Non, non, j'ai pas, ça coupe. J'ai pas suivi, j'ai juste suivi quand vous avez parlé des acteurs que M. Touta a cités. Et puis, bon, voilà, donc, voilà, Excellent. nous parlions des hommes, à commencer par même Ulrich, cette conférence. Qui allez-vous inviter à cette conférence? Quels sont les acteurs qui vont animer cette conférence, cette transition? Et donc, dans ce processus-là, est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui n'ont plus le droit de citer et pour lesquels vous pensez qu'ils ont fauté et qu'il fallait pratiquement les mettre dehors? Parce que c'est ce que nous entendons. J'ai suivi des vidéos où on croit qu'il faut faire le distinguo entre ceux qui ont des problèmes, donc qui ont fait du tort au pays, et ceux qui, apparemment même dans le régime, qui ont un comportement beaucoup plus responsable. Voilà pourquoi au début, j'ai posé la question à M. Ulrich, à M. Touta, pardon, que quelles étaient les lignes, la conférence nationale. Tous nous sommes d'accord pour la conférence nationale, mais on ne va pas accepter de travailler avec un gouvernement, les gens qui ont déjà causé du tort au pays. Ça, c'est impossible. La chance a été donnée après la conférence nationale de 92. La chance a été donnée à M. Sassou. Il est revenu au pouvoir. Nous voyons les résultats. Alors, comment continuer avec le même système politique qui ne cesse de nous causer du tort? Donc, alors, la question revient à M. Ulrich. C'est à lui de nous citer, qu'il nous propose quelles sont des personnes qui vont… Alors, Ulrich, quels sont les acteurs? Nous revenons donc sur la conférence. Je reviens à votre idée. Avant même que cette conférence, que nous arrivions à ce gouvernement de transition, vous estimez que vous aurez donc dans les bras tout le monde, notamment quelques partisans de ce régime, vous-même et puis les autres composantes. Ben écoutez, quand on a affaire à une conférence, ce sont tous les Congolais qui sont convoqués, n'est-ce pas? Maintenant, la conférence va permettre de fluidifier, si vous voulez, l'état actuel du Congo. C'est-à-dire qu'on va parler il y aura des audits, il y aura des responsabilités, il y aura le devoir de mémoire, il y a eu des morts disparus du vide, il y a beaucoup de choses. C'est bien qu'à partir de la conférence que naîtra normalement un comité qui va donc décider de la création des gens qui vont donc conduire la transition du pays. Mais quand je parle de la conférence, on a entre autres tous les partis de l'opposition au niveau local, au niveau de la diaspora, on a les confessions religieuses, on a la société civile. En ce qui concerne les partis de l'opposition, on a les centristes qui sont là-bas, il y a de l'opposition dite radicale au niveau du pays. C'est avec cela que nous allons constituer donc on va faire créer donc cette conférence nationale-là. Donc, je ne peux pas aujourd'hui dire avec qui nous allons. Non, nous sommes des Congolais. Nous sommes des Congolais réunis dans une conférence nationale. Madame, cet argument vous satisfait? L'argument me satisfait si est-ce qu'on aura nos prisonniers politiques avec nous. Est-ce que nous aurons toute la diaspora? Voilà pourquoi j'étais revenu vers M. Touta en lui disant il faudrait qu'il y ait tout le monde. La voix que, si c'est tous les Congolais, mais que ça ne soit pas un groupe de personnes seulement qui va amener le Congo à une conférence nationale souveraine. Donc, il y a là un travail à faire pour convaincre, parce qu'il y a des blessures qui sont là. C'est très difficile d'accepter un gouvernement incompétent s'asseoir. Déjà, nous savons que ce gouvernement a toujours des choses, a toujours des stratégies de manipulation qu'il utilise pour nuire le peuple congolais. On n'arrive plus à leur faire Madame Pérez, la conférence nationale permettra de mettre hors jeu toutes ces personnalités-là ambiguës. Voilà. Toutes ces personnes ambiguës seront mises hors jeu, je vous le garantis. Voilà. Et puis pour porter les distinguos entre conférences, là, vous parlez de tout le monde, tous les Congolais. D'où le choix
d'une conférence nationale, parce que la conférence nationale le permet, mais le dialogue inclusif ne le permet pas. Le dialogue, c'est juste une partie de la population. D'accord? Le dialogue, et puis il y a des compromissions, il y a beaucoup de choses. Une partie du peuple. Voilà la différence. Voilà le choix pourquoi je vous ai demandé, voilà pourquoi je vous ai demandé, M. Touta, si la conférence nationale souveraine sera acceptée selon, je ne sais pas quels sont vos titres, selon votre demande auprès de ce pouvoir. Est-ce que la conférence nationale souveraine sera acceptée par ce pouvoir en place? On a vu nous avons débattu cette question, notamment quand nous parlions du rapport de force. De ce qui amènerait ce gouvernement-là à peut-être pas abdiquer, mais à accepter ce principe. Alors, nous allons donc conclure cette émission. Je vous donne à chacun de vous 2 minutes pour nous dire, faire une esquisse de ce que... comment entrevoyez-vous l'avenir politique de votre pays? Vous avez, je voudrais être un peu plus clair, M. Mbéri qui est en train d'organiser un dialogue. Alors, vous avez ici au niveau de la diaspora des gens qui sont en train de... donc, qui proposent le principe d'une conférence nationale souveraine, 2 initiatives, à mon avis, opposées et qui n'arrangent pas les choses. Comment entrevoyez-vous l'avenir de votre pays? Je voudrais commencer par Madame Karina. Madame Pérez. Merci. C'est vraiment très, très difficile. Merci encore pour les Congolais qui jusque-là tiennent beaucoup. L'avenir de l'avenir politique de notre pays, on n'a que besoin d'une transition. Il faudrait que les Congolais de la diaspora se mettent ensemble. Ces dialogues-là, toutes ces propositions en place par le pouvoir en place, c'est pour leur bénéfice. Il faudrait que la proposition vienne de nous parce que c'est nous qui subissons. Et alors, la seule manière d'arriver par une transition qui va changer les choses au niveau du Congo-Brazzaville, c'est de s'entendre, travailler arrache-clou, les activistes apporter ce que vous avez, arrêtons les multi-partis, entendons-nous, parlons le même langage. Je sais que c'est très difficile, très, très difficile. Nous allons nous entendre, faire les lobbying. Sassou, c'est ce qu'il a fait. Il a implanté son système par les lobbying. Donc, si nous aussi, nous arrivons à s'entendre, faire nos lobbying, je crois que ça va marcher. Ça marchera parce que le Congo est le seul bien qui nous unit. C'est ce que nous avons ensemble. C'est ce qui fait de sorte qu'aujourd'hui, nous cherchons à combattre. Nous sommes fatigués de vivre à l'étranger. Nous avons besoin de servir chez nous. Pour changer les choses, c'est s'entendre, ramener la démocratie au Congo. Et cela seulement par une transition bien faite, bien organisée par les vrais fils du Congo-Brazzaville. Alors, Ulrich, est-ce que vous estimez qu'à ce jour, les choses avancent comme telles? Est-ce que vous ressentez une certaine progression dans l'action même de cette diaspora quant à la recherche des solutions aux problèmes du pays? Bah, écoutez, malgré le sentiment un peu fuyant, disparate de la diaspora, je confirme ici que les choses bougent. Les choses bougent quand nous avons de l'autre côté donc, du pays l'initiative que vous parlez du dialogue de M. Mbéri. Nous savons que c'est une initiative qui n'a pas de sens, c'est un non-événement. Cette initiative-là est du même vecteur que les différents dialogues qu'on a connus au Congo, le CBT, le Diata. Ça n'a pas de valeur intellectuelle, ça n'a pas de valeur morale, c'est nul et non avenu. Nous proposons, nous, pour rejoindre Madame Pérez, c'est nous qui devons porter des revendications. Nous exigeons donc la tenue, nous avons dressé un courrier, la tenue d'une conférence nationale. Nous attendons maintenant une réaction, n'est-ce pas, du camp adverse. M. Denis Sassou Nguesso doit répondre au courrier qui a été dressé. Vous savez, on reconnaît les grandes personnes.
les grands présidents, n'est-ce pas, par certaines décisions, certains actes. Je pense ici au roi du Maroc, Mohamed VI, qui dans le conflit avec Maroco-Algérien, voyez-vous, dans le Sahara, ils ont des frontières qui sont fermées depuis longtemps, ils sont dans une impasse politique compliquée. Il nous a surpris. Lors du 43e anniversaire de la Marche verte, dans son allocution, il a appelé à un dialogue direct et franc avec l'Algérie. N'est-ce pas? Vous voyez, là, les gens ne s'y attendaient pas. Nous, on attend à ce que M. Sassou Nguesso, c'est lui qui doit donc prononcer donc, la tenue de cette conférence nationale-là. Maintenant, on imagine que M. Berry Martin, qui est dans ses activités, puisqu'il a reçu bon mandat de nous croiser, je pense que l'action paraît logique. Il va recevoir certainement des recommandations de la part de son chef, M. Sassou Nguesso, pour nous croiser, pour qu'on regarde, parce que nous avons des revendications, nous avons des... C'est apprendre à laisser, hein. Nous, notre appel à nous, c'est nous qui l'exigeons. Et c'est comme ça que ça va être. C'est nous qui exigeons. Voilà. Donc, aujourd'hui, alors... je voulais être plus clair. Vous avez des revendications dans le cadre de ce dialogue ou encore, si jamais la proposition vous était faite par M. Mbéry, donc d'inclure ce que vous exigez et qui vaut pour une conférence nationale, c'est cela? Ben oui, nous devons il nous croise, bien sûr, il nous croise. Nous avons une trame, il va y avoir des pourparlers en commission, en comité, commission ad hoc, paritaire, des partis de la diaspora politique et dans leur camp à eux, nous regarderons quels sont les éléments qui peuvent être dégagés pour que nous définissions, n'est-ce pas, un vecteur politique factuel pour le Congo-Brazzaville. Voilà. Vous pensez que ce dialogue, je ne voudrais pas vous retenir aussi longtemps, peut se muer justement en une conférence souveraine? Parce que les démarches sont plus ou moins antinomiques là. Est-ce que vous croyez que M. Mbéry, qui a déjà une démarche, peut accepter que vous fassiez en quelque sorte des injonctions sur la démarche qui vise plutôt comme on l'appelle, le Mbongi? Non, il n'y a pas de Mbongi. Il n'y a pas de Mbongi. Nous voulons, je veux parler du terme de dialogue inclusif. Tous les Congolais doivent être réunis. Ce n'est pas le Mbongi. Le Mbongi, il y a la compromission, n'est-ce pas? C'est pas le Mbongi. Il y a tellement de choses. Il faut entériner une bonne fois pour toutes avec le mal congolais. Il faut un devoir de mémoire. Les disparus du BIT, les évasions fiscales, les paradis fiscaux, la malgouvernance. Dans le Mbongi, on ne traite pas de ces points-là. Dans le Mbongi, il n'y a pas ça. Hein. Dans le Mbongi, c'est un on ne pourra pas accepter la proposition du dialogue par M. Mbéry Martin. Vous avez on a accepté la conférence nationale souveraine et il faudrait que ça soit au nom de la diaspora. Que ça soit les revendications doivent venir de nous, pas du pouvoir qui a déjà échoué. Voilà pourquoi le dialogue de M. Mbéry est un non-événement. C'est-à-dire, la diaspora ne peut même pas répondre à un cri d'alarme venant de ce dialogue. C'est un non-événement, on est d'accord. Voilà, j'espère que ça sa valeur de conclusion pour les militants qui vous écoutent. Merci donc à vous, cher ami Ulrich. Je sais qu'il est plus de 21 heures déjà en France et qu'il est 22h30. 22h, voilà. Et donc, merci à vous également, Madame Karina, d'être venue, je crois la deuxième fois donc, sur ce plateau. Nous reviendrons sur ce joint de la communauté avec un autre invité demain. Ce sera à partir de 13h, Monsieur Gaston Maungu, qui parle d'un de ses ouvrages, notamment sur la diaspora congolaise. Rendez-vous pris demain sur cette antenne, 13h. Ici, dans ce même studio, 202 de Willowbrook, Illinois, avec Jean Lewis, Gaston Maungu. Merci et bonne soirée à tous ceux qui étaient connectés. Bon, je ne peux pas malheureusement lire les noms, ils sont nombreux. Merci de votre fidélité à Congo Live 11, la radio de la communauté. C'est le Congo qui gagne.